Monsieur Thomas Piketty. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi je vais essayer de vous parler en 30 minutes d'un livre que j'ai publié en septembre qui s'appelle Capital et idéologie, qui est un livre sur l'histoire des inégalités. Donc c'est très relié, beaucoup de questions de propriété dont on parlait à l'instant avec Anaïs qui mentionnait les très grandes inégalités d'accès à la propriété au 19e siècle. Donc moi dans ce bouquin, j'essaye de remettre en perspective historique les différents niveaux d'inégalité, différents régimes inégalitaires, et je m'intéresse en particulier à l'évolution des idéologies justifiant les inégalités dans différentes sociétés. Et le message général du livre, c'est un livre qui est plutôt un livre optimiste, dans le sens où j'essaye de montrer qu'il n'y a pas de déterminisme économique déterminant le niveau d'inégalité d'une société, que les inégalités sont d'abord politiques, idéologiques, qu'il y a toujours des alternatives et qu'il y a aussi une forme dans l'histoire d'apprentissage de la justice, c'est-à-dire qu'il y a quand même un mouvement de réduction des inégalités dans le long terme. Alors en même temps, c'est un livre qui n'est pas non plus d'un optimisme béat, parce qu'il y a aussi des phases de régression et il y a toujours des différentes trajectoires possibles, différentes bifurcations. C'est surtout un livre qui est aussi un appel à la participation citoyenne sur ces débats économiques. Et je pense que voilà, ce que montre l'histoire des inégalités, c'est que le changement historique, c'est le produit à la fois de crises. Il y a toujours les crises sociales, des crises financières, des crises politiques qui sont souvent une condition nécessaire pour produire le changement historique, mais qui ne sont jamais une condition suffisante. C'est-à-dire qu'une fois que les crises se produisent, il y a plusieurs trajectoires possibles et c'est vraiment l'appropriation citoyenne de différentes solutions, de nouvelles façons d'organiser la société qui permet ou non que ces crises débouchent sur des trajectoires réellement émancipatrices. Et je pense que moi, un des soucis que j'ai aujourd'hui, c'est que bon, les crises, c'est pas ça qui manque, hein. Il y en a eu en France l'an dernier là, avec les Gilets jaunes, il va peut-être bien y en avoir dans quelques semaines, et il y aura d'autres crises en Europe, des crises financières. Le problème, c'est que les débouchés, je pense qu'il y a une appropriation insuffisante, un travail politique, idéologique, intellectuel insuffisant pour penser la suite. Et donc, bon, j'essaye dans ce livre de contribuer à une espèce de réappropriation citoyenne des questions économiques dans une perspective historique. Et je pense que ce sont des questions qui sont trop importantes pour qu'on les laisse comme ça aux autres. Donc, dans cette présentation, je vais présenter quelques éléments, je vais vous montrer quelques graphiques qui donnent des exemples un petit peu de ma démarche par rapport au changement historique sur les inégalités. Je vais tout de suite commencer, alors je ne vais pas tout montrer ce qu'il y a dans cette présentation, mais vous pouvez la retrouver en ligne sur ma page personnelle qui est facile à trouver et vous aurez toute cette présentation et beaucoup d'autres résultats encore. Je vais commencer par un graphique qui montre l'évolution de la concentration de la propriété en France et à Paris. Je prends aussi l'exemple de Paris qui était l'endroit au 19e siècle à la fois où il y avait, oui, donc c'est très relié à ce dont nous parlait Anaïs à l'instant. Paris, c'est à la fois l'endroit où il y a les plus grandes fortunes, évidemment, c'est aussi l'endroit où il y a le plus de pauvreté, de personnes qui possèdent rien du tout, d'où une concentration de la propriété extrêmement élevée. Alors, on voit plusieurs choses sur ce graphique. D'abord, il y a à long terme un mouvement de réduction des inégalités. Donc ça, c'est l'aspect, disons, optimiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on a eu une remontée des inégalités depuis les années 80-90, on n'est pas dans la situation du 19e siècle. C'est-à-dire que les 1% qui détiennent le plus de propriétés en ont moins qu'au 19e siècle. Bon, ça, c'est l'élément, disons, optimiste. Après, il y a quand même deux éléments, disons, plus négatifs qu'on peut retenir de ça. Le premier, c'est que les inégalités sont restées extrêmement élevées. C'est-à-dire que même si les inégalités ont diminué, on voit qu'à la fin
fin de la période, les 1% qui détiennent le plus de patrimoine. Donc là, je regarde la propriété sous toutes ses formes telles qu'elles existent dans le système légal de chaque époque. Donc c'est la propriété immobilière, financière, professionnelle. Ça utilise essentiellement les archives successorales. Donc il peut y avoir des pianos, il peut y avoir toutes sortes de choses. Enfin, c'est quand même les propriétés immobilières et financières et professionnelles qui représentent le gros de l'affaire. Et l'élément quand même qu'il faut un peu plus négatif et qui conduit à relativiser cette réduction de l'inégalité à long terme, c'est que même à la fin de la période, on voit que les 50% les plus pauvres, qui sont quand même 50 fois plus nombreux que les 1% les plus riches, détiennent beaucoup moins que les 1% les plus riches. C'est-à-dire qu'actuellement, on a 6-7%, la part des 50% les plus pauvres dans le patrimoine total en France, c'est de l'ordre de 6-7%, alors que les 1% les plus riches vont être à 25-30%. Donc le fait que les 50% les plus pauvres, bien que 50 fois plus nombreux, détiennent toujours beaucoup moins que les 1% les plus riches, ça donne quand même une idée du fait que la concentration des patrimoines reste extrêmement forte. Alors simplement au 19e siècle, elle était encore plus forte, puisque là, il y a vraiment une concentration au niveau des 1% les plus riches. Juste pour donner une idée concrète, à Paris, vous avez beaucoup d'immeubles avant 1914 qui ne sont même pas séparés en appartements individuels au niveau du cadastre. C'est-à-dire que voilà, les choses sont organisées d'une façon telle que soit vous possédez tout l'immeuble, soit vous possédez rien du tout. Donc c'est évidemment un niveau de concentration patrimoniale très extrême. Il va y avoir au XXe siècle une réduction de la part des 1% les plus riches, mais ça va se faire principalement au bénéfice des 20 ou 30% suivants, alors que les 50% les plus pauvres, eux, n'accèdent jamais véritablement à la propriété. Hein. Leur part au 19e siècle était de 2%, elle est aujourd'hui de 6%. Bon, c'est un progrès, mais enfin, ça reste quand même très très faible pour 50% de la propriété. Et ça, c'est une limite. Le deuxième élément un peu pessimiste, enfin négatif dans cette évolution, c'est qu'on voit que c'est ce que j'appelle ici l'échec de la Révolution française, c'est-à-dire que la réduction des inégalités, elle se fait uniquement au XXe siècle, à la suite de la Première Guerre mondiale, de la crise des années 30, la Deuxième Guerre mondiale, et des nouvelles politiques sociales, fiscales qui vont être mises en place à la suite de ces chocs. Mais tout au long du XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, en fait, on a plutôt une concentration croissante de la fortune, ce qui est quand même une forme d'échec par rapport à la promesse d'égalité de la Révolution française, qui réalise l'égalité juridique, enfin jusqu'à un certain point. En principe, tout le monde peut accéder aux droits de propriété, enfin c'est surtout pour les hommes quand même, mais il y a une forme d'égalité juridique par rapport à l'ancien régime qui se met en place, mais il n'y a pas de véritable diffusion de la propriété. D'autres trajectoires auraient pu survenir, hein. Il y a des moments de la Révolution française qui tentent d'imposer des redistributions des propriétés terriennes, qui tentent d'imposer même, si vous regardez ici, il y avait des propositions d'impôts progressifs sur le revenu, sur les successions, qui avaient été formulées, y compris par des auteurs célèbres comme Condorcet, Thomas Paine, et des propositions qui finalement ressemblent beaucoup à ce qui sera appliqué au XXe siècle aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays, ou qui sont encore débattues aujourd'hui, par exemple dans les propositions qu'on observe dans la primaire démocrate américaine. Donc déjà au XVIIIe siècle, on avait des propositions assez sophistiquées. Thomas Paine proposait même d'utiliser son impôt sur les très grosses successions pour financer une dotation en capital à tout le monde, qui pouvait prendre la forme d'une parcelle de terre ou d'une autre dotation en capital. Donc les idées, elles étaient là, mais les rapports de force et l'appropriation aussi de ces idées n'étaient pas suffisantes, et les circonstances historiques, les rapports de force n'ont pas permis ça. Et il faut finalement attendre le XXe siècle pour avoir vraiment une réduction des inégalités, principalement donc au bénéfice des groupes en dessous des 1% les plus riches, mais ça n'a pas vraiment été jusqu'aux 50% les plus pauvres. Alors maintenant, cet épisode, disons, illustre le fait qu'un épisode révolutionnaire comme la Révolution française, réalise un certain nombre de choses, d'égalité juridique, mais faute d'aller vers l'égalité réelle et l'accès réel à la propriété pour tous, finalement ne débouche pas sur ce qu'on aurait pu espérer. Alors au XXe siècle, on va avoir une réduction des inégalités qui est en partie la conséquence d'un processus de mobilisation sociale et de mobilisation politique, avec des mouvements syndicaux, socialistes, qui préparent au XIXe siècle le terrain. Mais ce mouvement de réduction des inégalités va quand même être rendu possible, en tout cas accéléré, par des crises extrêmement violentes qui vont notamment être la conséquence du très fort niveau d'inégalité d'avant 1914. Donc finalement, l'accumulation d'inégalités
d'inégalité et de propriété, notamment au niveau international, va finir par déboucher sur une contradiction dans le régime même d'accumulation finalement capitaliste. Et là, je voudrais, pour illustrer ça, passer à un autre graphique. Alors je peux vraiment pas tout présenter, mais ce graphique illustre la dimension internationale très forte du régime, et de la dimension notamment coloniale, du régime d'inégalité qui va s'effondrer à partir de la Première Guerre mondiale. On voit qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, les propriétaires français et britanniques possèdent dans le reste du monde des actifs étrangers. Ça peut être des actions du canal de Suez, ça peut être du caoutchouc en Indochine, des chemins de fer en Argentine, ça peut être des dettes qui ont été imposées parfois, par exemple à Haïti, pour le prix de la liberté d'Haïti, qui a voulu abolir l'esclavage. Les propriétaires français et la monarchie française lui imposent une dette que Haïti va traîner comme un boulet jusqu'au milieu du XXe siècle pour avoir voulu être libre. Donc il y a toutes sortes d'actifs qui ont été accumulés ou imposés au reste du monde avec beaucoup de violence, et qui, jusque dans les décennies qui précèdent la Première Guerre mondiale, s'accumulent à une vitesse telle dans le reste du monde, parce que ces propriétés génèrent des revenus qui permettent eux-mêmes de continuer d'accumuler à une vitesse accélérée. Vous avez l'Allemagne derrière qui a moins accumulé que la France et le Royaume-Uni, qui n'a pas son passé colonial et commercial, mais qui en même temps est devenue la principale puissance démographique et industrielle du continent à la fin du XIXe siècle. Et évidemment, tout ça va susciter des tensions très fortes qui vont contribuer à l'explosion de la période 1914-1945. Donc, ce que je veux illustrer par là, c'est qu'il y a eu des crises extrêmement violentes qui ont conduit finalement en partie à la réduction des inégalités et à la destruction de ces actifs privés, donc qui vont disparaître. Ces très fortes détentions étrangères vont disparaître pour plusieurs raisons. Bon, il va y avoir les mouvements d'indépendance, c'est-à-dire que certains actifs à l'étranger, la dette russe va être annulée après la révolution bolchevique, le canal de Suez va être nationalisé en 1956, donc il y a beaucoup de processus d'expropriation des actifs coloniaux, mais il y a aussi et surtout le financement des guerres qui fait que les propriétaires français et britanniques vont vendre leurs actifs pour financer les guerres, vont ainsi acquérir des titres de dette publique qui vont être très importants au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais qui seront ensuite ramenés à zéro par l'inflation, aussi par des prélèvements exceptionnels sur les plus hauts patrimoines privés immobiliers et financiers que met en place notamment l'État allemand entre 1948 et 1952, ce qui est une meilleure solution que l'inflation utilisée en France. Et on a oublié un peu aujourd'hui, il y a quelque chose d'ironique aujourd'hui dans le fait que ces mêmes pays, l'Allemagne en particulier, la France aussi, veulent imposer à l'Europe du Sud un remboursement éternel des dettes publiques, alors que ces mêmes pays s'en sont débarrassés de leurs dettes publiques à vitesse forcée après la Seconde Guerre mondiale. Donc la réduction des inégalités au XXe siècle, elle s'est faite comme ça, en partie dans la violence, avec une contradiction dans le régime d'accumulation qui a fini par mener à une explosion sociale et politique qui a transformé le régime inégalitaire. Alors pour nous aujourd'hui, bon, on n'a pas ce même type de contradiction. Alors on voit à la fin de la période certains pays, l'Allemagne, le Japon, la Chine, qui accumulent des actifs à l'étranger, mais enfin c'est pas les mêmes proportions qu'à l'époque coloniale, et a priori on s'apprête pas à avoir les puissances européennes ou mondiales qui s'apprêtent à s'envahir les unes les autres pour récupérer les actifs des autres. Enfin c'est pas, a priori c'est pas l'issue qu'on peut souhaiter, et c'est pas l'issue qui peut raisonnablement se produire aujourd'hui. Donc le type de contradiction qu'on a aujourd'hui, si on veut comparer par rapport à la contradiction qui a mené à cette explosion de la première moitié du XXe siècle, c'est plutôt une contradiction entre un discours sur la mondialisation qui est censé bénéficier à tout le monde, de donner de la prospérité, et puis en fait un très grand désenchantement des classes populaires, des classes moyennes, qui se sont mis à se sentir de plus en plus abandonnées face à cette mondialisation, en particulier en Europe, dans le contexte de l'Union européenne. Et c'est le graphique suivant que je voudrais montrer, qui, moi, m'attriste beaucoup
alors je passe là, en tant qu'Européen, et je dis en tant que fédéraliste européen, et en même temps jusqu'ici, ce qu'a fait l'Europe du point de vue des inégalités n'est pas du tout satisfaisant, et par bien des côtés a même contribué à accroître les inégalités. Et on voit ici la façon dont les électeurs, et en particulier les électeurs des milieux sociaux populaires, des classes moyennes, se sont sentis complètement abandonnés par la construction européenne. Donc ça, c'est le résultat du vote lors du référendum sur le Brexit en 2016, en fonction du décile de revenus, de niveau de diplôme, de patrimoine. Et on voit que quel que soit le critère utilisé, vous avez en gros uniquement les 30% les plus favorisés qui ont voté pour le Remain, donc pour rester dans l'Union européenne. Alors les 10% les plus favorisés ont même voté avec enthousiasme pour rester dans l'Union européenne, mais vu que les 60% les plus modestes ont voté contre, au total, c'est le Brexit qui l'a emporté, et on en est encore aujourd'hui, comme vous savez, à savoir comment tout ça va être mis en place. Alors, on pourrait dire, bon, tout ça, c'est le Royaume-Uni, ils n'aiment pas l'Europe, c'est particulier, sauf qu'en fait, on a exactement le même profil si on regarde le référendum français de 1992 et de 2005, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois, en gros, les 20-30% les plus favorisés qui soutiennent le traité de Maastricht en 92, le traité constitutionnel européen en 2005, et les 60% ou parfois même 70% les moins favorisés qui sont contre. Donc en 92, ça passe légèrement pour le oui parce que les plus favorisés votent très fortement pour le oui. En 2005, ça suffit pas et le non gagne massivement. Ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que quand même quand on a sur un quart de siècle, hein, en 92, en 2005, en 2016 au Royaume-Uni, dans deux pays très différents dans leur histoire et leurs relations face à l'Europe, un tel divorce, un tel clivage social aussi marqué sur la question de l'Europe, je pense qu'on ne peut pas simplement dire voilà, c'est un malentendu, ça va s'arranger, les gens n'ont pas bien compris, en expliquant mieux le même projet politique, ils vont finir par comprendre et tout va s'arranger. Je pense que là, il est vraiment très urgent aujourd'hui de se rendre compte que c'est la façon dont le projet même est conçu, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le système de libre circulation des capitaux, des biens, des services, sans aucune programme social, sans aucune mesure de justice fiscale, de fiscalité commune, sans aucune mesure sur les salaires, sur l'éducation, sans aucune mesure sociale, c'est quelque chose qui conduit à renforcer les inégalités, place les acteurs économiques les plus mobiles, les plus aisés dans une position avantageuse par rapport aux classes populaires et aux classes moyennes, et ça conduit là à une contradiction qui n'est pas de la même nature que la contradiction qu'a emporté l'hypercapitalisme de la Belle Époque et d'avant 1914, mais qui est quand même une contradiction très très sérieuse et qui risque, qui peut conduire à d'autres sorties de l'Union européenne, qui peut conduire aussi à une faute de projet politique alternatif, à une prise de contrôle de l'Union européenne par des forces nationalistes, xénophobes. C'est un peu ce qui est déjà en train de se produire, avec comme seul programme pour essayer soi-disant de faire quelque chose pour les classes populaires. On l'a vu avec le gouvernement actuel, en gros consistant à dire « Ah bah tiens, on va taper un coup de plus sur les réfugiés ou sur les immigrés, ça au moins ça fera plaisir aux classes populaires », ce qui est quand même un programme politique particulièrement lamentable et qui n'a aucune chance de satisfaire, en plus évidemment de régler les problèmes qui se posent. Donc là, on a un besoin de réfléchir à une autre façon d'organiser l'Union européenne, d'organiser sans doute à partir d'un plus petit nombre de pays un projet politique davantage porté sur ce que j'essaye de décrire dans mon livre comme une forme de social fédéralisme, c'est-à-dire un accord entre pays qui soit internationaliste, fédéraliste dans son esprit, mais qui se base d'abord sur des mesures sociales, symboliques très fortes, de justice fiscale, d'impôts communs sur les plus hauts revenus, les plus hautes fortunes, les plus hautes émissions carbone, qui sont aujourd'hui complètement exonérées. Donc vous taxez quelqu'un qui prend sa mobilette ou sa voiture pour aller au travail, et puis les personnes qui prennent l'avion pour aller le week-end à Rome ne payent rien, parce qu'il n'y a rien qui se fait au niveau de l'Union européenne. Donc là, on a quand même un modèle qui marche sur la tête et qui fait que tout le monde
monde déteste ce système. Donc voilà, il y a besoin d'une rupture assez forte. Il y a aussi besoin d'intégrer, il y a ces contradictions à l'intérieur des pays, il y a aussi des contradictions très fortes entre pays. Hein. Donc là, je veux illustrer avec ce graphique les contradictions entre l'Est et l'Ouest du continent qui deviennent extrêmement fortes. Et là, disons, vu de l'Ouest du continent, vu de la France et vu de l'Allemagne, on a tendance à se focaliser uniquement sur les transferts publics versés par le budget de l'Union européenne aux pays de l'Est. Donc c'est les courbes en vert que vous avez là sur ce graphique. Et à dire, bon mais quand même, regardez, on est quand même extrêmement généreux avec la Pologne, la Hongrie. On verse 2%, 3% du PIB en transferts publics de l'Union européenne. Comment se fait-il qu'ils soient aussi mécontents? Comment se fait-il qu'ils soient aussi grincheux? Et quand même, ils sont bien ingrats. Alors, sauf que du point de vue de l'Europe de l'Est, on voit une autre réalité qui est la courbe orange. Et la courbe orange, elle est tout aussi vraie que la première, mais elle est en fait plus massive. Et ce sont les flux sortants de profits privés réalisés en Europe de l'Est par des investissements privés, notamment des investissements allemands, aussi français, qui réalisent de très forts niveaux de profit dans ces pays parce que les salaires ont stagné dans ces pays. Et donc, l'attitude française ou allemande consiste à dire ah ben non mais ça on n'y est pour rien, c'est le niveau des salaires et des profits, c'est le marché, c'est la concurrence libre et non faussée, ça compte pas. La seule chose qui compte, ce sont ces transferts publics qui sont faits après l'opération du Saint-Esprit du marché, et ça c'est vraiment un acte de générosité incroyable de notre part. Sauf que le marché, il tombe pas du ciel, c'est-à-dire que le niveau de salaire, il dépend de plein d'aspects du système légal, du système social, du droit syndical, du droit social, de l'existence d'harmonisation sociale ou d'harmonisation fiscale en Europe. Et tant qu'on refusera de rentrer dans ce débat, il y aura une incompréhension majeure avec l'Europe de l'Est où les gens sont tout à fait conscients du niveau très bas des salaires par rapport à ce qu'on a de l'autre côté de la frontière, par exemple en Allemagne, et des niveaux de profit extrêmement élevés qui sont réalisés. Et donc là, si on regarde que d'un côté du problème, et surtout si on continue de sacraliser l'équilibre de marché comme quelque chose de naturel, de bon et juste, on ne va jamais réussir à construire une communauté européenne ou une communauté politique, parce qu'on ne peut pas réguler une communauté de 500 millions d'habitants, enfin ni d'ailleurs de 60 millions d'habitants, uniquement avec des relations de marché, avec un saupoudrage de redistribution après que le marché ait généré ces inégalités. Donc c'est toujours tentant pour les gagnants du système de marché, pour les puissances économiques dominantes, de décrire l'équilibre de marché comme fondamentalement juste et bon, mais c'est en fait très hypocrite. On a le même type d'incompréhension, et je veux finir là-dessus, entre le nord et le sud du continent européen, notamment à la suite de la crise de la zone euro. Donc là, vous avez l'évolution des taux d'intérêt sur la dette publique sur la zone euro. Alors ça peut paraître technique, mais c'est très important, parce que vu les niveaux de dette publique, si vous avez un taux d'intérêt de 5 ou de 10% plutôt que de 2 ou 3%, ça peut vous mettre tous vos budgets publics par terre, et ça peut représenter plusieurs fois le budget de l'éducation, de la santé qui passe d'un côté ou de l'autre. Que s'est-il passé? Avant la crise de 2009, tous les pays de la zone euro avaient le même taux d'intérêt. Et puis, il y a eu, après la crise de 2009-2010, une spéculation financière extrêmement forte sur le taux d'intérêt des pays d'Europe de l'Est, des pays d'Europe du Sud, excusez-moi. Et alors, les choses se sont un peu calmées à la fin de la période, mais il est resté de tout ça quand même des très graves malentendus. C'est-à-dire qu'il y a des lectures des événements qui sont complètement différents au nord et au sud. C'est-à-dire que, là encore, vu de la France et de l'Allemagne, la lecture des événements, c'est de dire ah quand même, on a été vraiment super généreux avec la Grèce, puisqu'ils s'apprêtaient à se prendre des taux d'intérêt de 10% dans la figure sur les marchés, et nous, on leur a reprêté à 3 ou 4 ou 5% ce qu'on avait emprunté à 1 ou 2%. Et alors, vu des Grecs, la lecture est très différente. La lecture, c'est de dire, mais attendez, vous vous êtes fait quand même une sacrée marche financière sur notre dos, donc c'est quand même pas particulièrement généreux votre histoire. Et donc là encore, tout dépend quel référentiel on prend. C'est-à-dire, si on prend comme référentiel les prix du marché, l'équilibre du marché, alors on peut avoir effectivement le discours franco-allemand de la même façon qu'avec l'Est de l'Europe, consistant à dire, regardez comme on a été généreux. Mais on peut aussi considérer, et moi ça me paraît plus convaincant, que les prix du marché, comme souvent, n'ont rien de
particulièrement objectif ou bon ou juste. En l'occurrence, c'est des mouvements de spéculation financière avec des jeunes traders qui arrivent le matin et qui se disent tiens, quel prix je vais mettre sur la Grèce ce matin, et voilà, ça part dans tous les sens dans le décor, ça peut mettre des budgets publics entiers dans l'air. Donc moi, une conclusion plus raisonnable à tirer de tout ça, c'est que il faudrait, à partir du moment où on a une monnaie unique et qu'on veut construire une communauté politique ensemble, il faudrait qu'il y ait un même taux d'intérêt, une même dette publique, une même assemblée de la zone euro pour décider du niveau d'investissement public et pour mettre fin à ce type de spéculation financière. Mais sur toutes ces questions de dépassement de l'organisation actuelle de l'Europe, de la zone euro, vraiment basée sur des relations de marché, moi je m'inquiète beaucoup du fait qu'il n'y a pas beaucoup de préparation des crises suivantes. C'est-à-dire que des crises, il y en aura d'autres, en France, en Italie, partout. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait après les crises, et très souvent, moi je me rends compte des difficultés de développer un débat là-dessus. On a essayé avec des collègues juristes, politistes, économistes, Stéphanie Hennette, Antoine Vauchez, Anne-Laure Delatte l'an dernier, de développer un manifeste pour la démocratisation de l'Europe, reposant sur l'idée d'une assemblée pour les pays qui le souhaitent. Ça peut être un beaucoup plus petit nombre de pays que la zone euro actuelle, ou a fortiori que l'Union européenne actuelle. Si le Luxembourg ne veut pas rentrer dedans, tant pis pour eux, ils finiront par comprendre qu'ils auront des sanctions s'ils continuent avec leur manque absolu de transparence financière. Mais au moins, il faut convaincre les autres pays qui ne sont pas, en tout cas à ce jour, des paradis fiscaux, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, au moins certains d'entre eux, de rentrer dans un mécanisme de coopération avec un modèle de développement qui soit un modèle social, équitable, durable, et avec des décisions politiques pour finalement réguler le capitalisme. Et bon, on a eu beaucoup de mal. On a eu un certain nombre de signatures sur ce manifeste, mais c'est vrai que une des réactions les plus courantes, c'est de dire, c'est une espèce de grande désillusion, c'est-à-dire de dire de toute façon tout ça est impossible, on changera jamais les règles. Et moi, je voudrais vraiment m'inscrire en faux en conclusion contre ce pessimisme, parce que je pense que évidemment les choses ne vont pas changer comme ça paisiblement, juste par la délibération, simplement parce qu'on en aura parlé à Grande Contrôle ce soir. Mais il faudra des crises, mais il y aura des crises. Mais là, ce qui compte, c'est après les crises, c'est très bien de dire, voilà, on va attendre le moment où tout s'effondre, etc. Mais de toute façon, ce qui compte, c'est comment les choses seront reconstruites après les crises. Et là, je pense que les répertoires d'idées, de solutions qui auront fait l'objet ou non d'une appropriation, d'une délibération citoyenne avant les crises, joueront un rôle important. Et c'est quelque chose que je décris tout au long de l'histoire dans mon livre Capital et idéologie. Alors, une des raisons, et je vais m'arrêter là, pour lesquelles aussi on a du mal à développer ce débat sur la justice fiscale, la justice économique en Europe, c'est qu'il y a une solution un peu miracle qui est apparue ces dernières années, et je vais conclure sur ce graphique, qui est la création monétaire. Donc, comme vous savez, la Banque Centrale Européenne a imprimé énormément d'argent. Alors, tout ça, c'est électronique, hein, c'est sur un ordinateur, mais ça a quand même beaucoup de conséquences, pour sauver les banques, sauver les banquiers. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. Donc, là, sur 10 ans, sur les 10 dernières années, on est passé de 10% du PIB à 40% du PIB, la taille de la création monétaire de la Banque Centrale Européenne. Donc, 3% du PIB européen supplémentaire chaque année pendant 10 ans. Pour donner un ordre de grandeur, c'est 3 fois plus que le budget complet de l'Union européenne, qui est à peu près d'1% du PIB de l'Union européenne, et qui pourtant couvre la politique agricole commune, Erasmus, les fonds structurels régionaux, qui est voté par un parlement, un conseil des chefs d'État, une procédure très lourde. Bon, bah, les banquiers centraux, d'un coup de clic dans le huis clos d'un conseil d'administration, ils ont créé 3 fois plus de ressources chaque année pendant 10 ans que tout ce budget. Donc ça donne une idée. Donc tout ça, ça a un peu détraqué les perceptions. C'est-à-dire que beaucoup de gens maintenant se disent, et moi j'en ai fait l'expérience quand on a proposé notre traité de démocratisation de l'Europe avec notre assemblée de la zone euro, nos jolis impôts sur les hautes fortunes européennes, etc. Les gens nous ont dit, beaucoup de gens nous ont dit, mais écoutez, vous nous emmerdez avec vos histoires d'assemblée et d'impôts, c'est beaucoup trop compliqué, il suffit d'imprimer de l'argent, quoi. C'est ce qu'on a fait pour sauver les banques, bah, on va faire ça pour sauver le climat, pour investir dans les universités. Et je comprends cette réaction, c'est-à-dire que c'est vrai que sans doute dans notre projet, on ne misait pas suffisamment sur la monnaie
qui fait partie de la solution. Il y a des projets comme par exemple le pacte finance-climat développé par Jouzel Larouturou, qui lui mise énormément sur la Banque Centrale Européenne, qui va imprimer de l'argent, qui va créer de l'argent, le prêter à une banque sur le climat. Et donc on n'a presque pas besoin d'impôts communs. Et je pense vraiment que la monnaie fait partie de la solution. En même temps, on ne va pas se raconter d'histoire. Comme mode de gouvernance démocratique, la création monétaire, la Banque Centrale Européenne, un conseil d'administration de banque centrale ou d'ailleurs de banque pour le climat, c'est quand même pas la panacée en termes de délibération démocratique. Donc on a besoin, c'est peut-être compliqué, les assemblées de la zone euro, les assemblées européennes, les délibérations parlementaires, voter des impôts sur les plus hauts revenus et les plus hautes fortunes, mais on va pas réussir à s'en passer. Et donc voilà, il y a une absence, je pense, encore de véritable appropriation de ces questions. Et moi, en conclusion de cette présentation, je voudrais dire que cette petite présentation et ce plus gros livre, Capital Idéologie, je m'excuse, il est un petit peu long, il est très lisible, hein, si vous regardez, vous verrez. C'est d'abord et avant tout un appel à la participation citoyenne sur ces questions économiques, financières, ces questions de dette publique, qui ne sont pas des questions techniques, hein, c'est pas de la mécanique quantique, on n'essaye pas d'envoyer une fusée sur la Lune, c'est des choses simples que tout le monde peut s'approprier, et c'est très important de ne pas abandonner ces questions à d'autres. Voilà, merci pour votre attention. Nous allons passer au temps des questions. Donc les micros circuleront dans la salle. N'oubliez pas de placer le micro très près de la bouche pour que nous puissions vous entendre. Et j'attends que des mains se lèvent. Bonsoir. Alors d'abord, merci pour votre présentation. Vous nous avez beaucoup parlé d'engagement citoyen. Il faut mettre un peu plus près du micro. Donc vous nous avez beaucoup parlé d'engagement citoyen. Et pour vous, donc vous avez plusieurs fois soutenu certains candidats aux différentes élections présidentielles. Est-ce que pour vous, un économiste se doit de donner son avis en politique pour orienter la vie des citoyens et pour orienter le débat public ? Merci. Moi, je pense que tous les chercheurs en sciences sociales, moi je me vois plus comme chercheur en sciences sociales qu'économiste, parce que je pense que les frontières entre économie, histoire, sociologie, sciences politiques ne sont pas du tout aussi claires que ce que certains voudraient dire. Je pense que tous les chercheurs en sciences sociales, oui, doivent s'engager dans le débat, et y compris et les questions comme les questions de dette publique ou d'organisation de l'Union européenne dont je parlais à l'instant, ce ne sont pas des questions qu'il faut abandonner uniquement aux économistes. C'est-à-dire que je pense qu'un des problèmes qu'on a dans le débat européen actuel, c'est que vous avez que les économistes, et souvent assez conservateurs, qui s'expriment sur ces questions, alors qu'on a besoin, pour résoudre les problèmes qu'on a à résoudre, de perspectives historiques, parce que les débats sur le fédéralisme en Europe existaient déjà tout au long du XXe siècle. Vous avez des débats passionnants que je raconte d'ailleurs dans mon livre, entre Hannah Arendt, entre Beveridge, qui développent des positions très différentes de celles de Hayek. C'est des débats qui existent dans les années 30, 40, 50, sur lesquels une perspective historique est absolument indispensable. Des crises de la dette publique, il y en a eu au 19e siècle, au 20e siècle. Et voilà, moi j'appelle les historiens en particulier, mais aussi les sociologues, les politistes, doivent s'engager dans ces débats. Alors, s'engager, c'est d'abord s'engager au niveau des idées. Donc, moi, écrire un livre comme ça, s'engager. Alors, vous évoquiez les campagnes électorales, les campagnes présidentielles. Ça, c'est quelque chose d'autre, c'est vraiment autre chose. Moi, je me force au moment des élections quand même à essayer de prendre position pour certains candidats ou parfois surtout contre certains candidats. C'est à la fois, c'est pas facile de s'engager parce que les candidats en présence, voilà, c'est facile de se lamenter, de dire qu'ils sont tous très insuffisants et qu'on préfère rester dans son bureau. Et donc c'est compliqué de s'engager, mais en même temps c'est aussi compliqué de pas s'engager et de rester dans le confort de son bureau. Donc moi je m'oblige lors des élections à essayer de me prononcer. Mais pour moi, l'engagement politique et civique, c'est d'abord, c'est pas simplement une fois tous les 5 ans, c'est en permanence essayer de porter le débat sur les questions de fond. Pour moi, c'est d'abord ça la politique, c'est le combat des idées, la bataille pour les idées, et je crois profondément dans le pouvoir des idées pour changer les choses. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez mentionné comme un des problèmes majeurs à la fin de votre exposé la différence qui existe entre
la zone de souveraineté monétaire et la manière dont cette souveraineté monétaire est gérée par une banque centrale et la zone de souveraineté, on va dire, démocratique, et le fait qu'il serait bien de pouvoir réunir en fait ces deux zones de façon à retrouver en fait un débat démocratique sur la manière dont on utilise nos moyens monétaires et financiers pour faire avancer la société qu'on veut construire. Et je voulais savoir si ce problème qu'on a déjà du mal à régler au niveau de l'Union européenne risque pas d'être amplifié avec une montée en puissance du système des DTS qui pourrait à terme priver en fait toute entité démocratique souveraine à quelque niveau que ça soit la capacité de jouer avec l'instrument monétaire pour l'organisation de sa société. Alors, ce sont des questions qui se posent pas seulement au niveau de l'Union européenne et de l'euro. C'est-à-dire qu'il y a d'autres communautés politiques, régionales dans le monde, au niveau de vastes régions, qui peuvent se poser les mêmes questions. Si je prends le cas du franc CFA en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de débats actuellement pour essayer de sortir du système franc CFA qui est quand même très marqué par la tutelle française, la tutelle de Bercy, et essayer de développer, non pas de se débarrasser de cette monnaie commune pour avoir une monnaie pour chacun des pays, ce qui n'est pas forcément la bonne solution, parce qu'on peut se placer dans la main finalement des marchés financiers, des multinationales qui sont encore plus puissantes face à chaque pays isolément que face à un ensemble de pays. Et donc un des projets qui est discuté par beaucoup, c'est de voir dans quelle mesure la CEDEAO, qui est la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, peut se donner une monnaie avec essayer de faire mieux que l'euro. C'est-à-dire il y a des livres très intéressants qui s'écrivent actuellement, des réflexions en Afrique de l'Ouest pour dire bon voilà, l'euro, une des limites, ça a été de vouloir faire la monnaie sans la politique et sans l'impôt, sans le budget, sans une assemblée démocratique. Et donc il faut essayer de faire mieux. Et moi j'espère qu'ils vont tirer parti aussi de ces erreurs pour faire mieux. Bon, il faut aussi qu'en Europe, il y a eu une erreur fondamentale dans les années 80-90, je pense, de se lancer dans la monnaie unique sans mettre en place les soubassements politiques et démocratiques permettant de faire ça. Et en particulier, une des grandes erreurs, ça a été en même temps l'aspect le plus criant des erreurs du traité de Maastricht de 1992, c'est tout ce qui concerne la libre circulation des capitaux sans aucune régulation collective. Donc là, on a institué un espèce de droit sacré à vous faites fortune dans un pays en utilisant ses infrastructures, son système d'éducation, etc. Et ensuite, vous avez un droit sacré à pouvoir appuyer sur un bouton, sortir la fortune ailleurs, et plus personne ne peut retrouver votre trace, plus personne ne sait qui possède quoi où, parce qu'il n'y a aucun, dans le traité, il n'y a aucun échange automatique d'informations qui est prévu, il n'y a aucune fiscalité commune. Et après, 30 ans plus tard, on dit, ah ben mince, c'est ballot, on ne sait pas qui possède quoi où, donc on ne peut vraiment pas faire payer d'impôts aux personnes qui possèdent un peu quelque chose, on va être obligé de tout faire reporter sur les classes moyennes et les classes populaires. Mais sauf que ce système, c'est pas tombé du ciel. C'est-à-dire que c'est un système légal extrêmement sophistiqué qui a permis ça. Et il y a des travaux aujourd'hui. Je pense à un livre de Katrina Pister, qui est une juriste allemande, qui a travaillé, qui a un très beau livre qui s'appelle The Code of Capital, où elle regarde justement comment les systèmes juridiques d'abord permettent de coder et parfois de protéger au-delà de toute raison les droits de propriété. Et en l'occurrence, il aurait fallu et il faudrait à l'avenir réécrire complètement ces traités sur la libre circulation des capitaux pour avoir une véritable régulation publique derrière. Et ça ne va pas se faire avec l'unanimité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre que voilà, le Luxembourg, de façon volontaire, dise « Ah bah oui, vous avez raison, on n'aurait pas dû faire ça ». Donc il y a un moment, ça exige forcément un rapport de force, une sortie de certains traités, à condition de mettre sur la table des propositions alternatives de nouveaux traités. Donc moi, j'insiste beaucoup sur cette... Voilà, il y a des moments, il y a besoin de crise, il y a besoin de sortir. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on a fait des erreurs dans les années 80 qu'on va dire « Bon, maintenant, c'est trop tard, on est obligé de continuer avec pendant 50 ans ». Il y a des fois, il faut reconnaître les erreurs, mais à condition de mettre d'autres traités, d'autres organisations de la mondialisation alternative sur la table. J'aurais voulu revenir sur les inégalités dont vous avez parlé pour la France et l'impact qu'a eu la Première Guerre mondiale sur justement la diminution de ces inégalités. Comme il n'est pas souhaitable qu'il y ait encore des guerres mondiales dans le futur, quel est l'événement qui pourrait justement favoriser cette diminution à nouveau? Et pensez-vous que tout ce qui se passe à propos du réchauffement climatique et le changement de société que ça va entraîner pourrait jouer ce rôle?
Alors, oui, ça pourrait jouer. C'est vrai qu'on voit que c'est un facteur de mobilisation sociale de la jeunesse pour demander un changement de système économique. En même temps, je pense que si on attend que les conséquences du changement climatique dans la vie quotidienne deviennent suffisamment fortes pour que vraiment les gens, et pas simplement une fraction de la jeunesse, mais vraiment la population massivement se mobilise, on risque quand même d'attendre un peu longtemps et ça risque surtout d'être trop tard. Donc je pense que la contradiction qui a peut-être plus de chances de conduire à une transformation, c'est au-delà de la question du changement climatique, c'est le sentiment, disons, d'abandon en général face à la mondialisation et par rapport à la construction européenne dans le contexte européen, qui est un peu un petit laboratoire de la mondialisation à elle toute seule. Et le fait qu'on ait une partie de plus importante de la société qui se sente complètement abandonnée par ça, à la fois c'est négatif, mais je pense que c'est un facteur de changement, c'est-à-dire que il peut y avoir des votes, des sorties de l'Union européenne, il peut y avoir des renégociations dans l'urgence. Prenez la question de la dette publique actuellement, on n'en parle pas trop dans l'Union européenne parce que les taux d'intérêt sont très très bas, à 0%, 1%, mais personne ne dit que ça va durer éternellement. Si ça remonte, vous avez des crises financières qui font exploser immédiatement les traités actuels sur les déficits européens, les budgets européens. Et il y a un tel mécontentement par rapport à ce système que je pense qu'il va y avoir un besoin de créer autre chose. Enfin, je rappelle quand même qu'après la Seconde Guerre mondiale, le choix qui a été fait, notamment par l'Allemagne et par la France et par la plupart des pays européens, c'est de dire, écoutez, la priorité, c'est pas la dette publique financière héritée du passé, c'est l'avenir. Alors à l'époque, c'était pas le réchauffement climatique, mais c'est l'investissement dans les infrastructures, dans l'éducation. Et pour finir, c'est un choix qui a très bien fonctionné. Et aujourd'hui, je pense quand même qu'on voit le début de mobilisation dans les mouvements des Gilets jaunes. Il y avait beaucoup de banderoles sur l'annulation de la dette, sur la Banque centrale, la reprise de contrôle de la Banque centrale, parce que même sans rentrer dans les détails des statistiques que je viens de montrer sur le bilan de Banque centrale, tout le monde a bien compris qu'il y a quand même quelque chose depuis 10 ans qui avait complètement changé au niveau de la création monétaire. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, tout le monde se disait, bon, mais en fait, on ne peut pas régler les problèmes comme ça avec autant de création monétaire. Là, 10 ans plus tard, tout le monde se dit, non mais attendez, en fait, c'est très facile. Pourquoi on ne fait pas ça pour résoudre nos problèmes de dette? Pourquoi vous nous embêtez avec vos histoires de dette et de déficit tout le temps? Et tant que les dirigeants de l'Union européenne n'auront pas un récit à raconter pour montrer qu'ils peuvent faire mieux que la monnaie pour résoudre ces problèmes-là et qu'ils auront simplement un discours basé sur l'austérité, ça ne convaincra personne. Et donc là, il y a un potentiel de changement qui peut amener à des évolutions dans la bonne direction. Bon, ça peut aussi donner lieu à une exploitation par des forces politiques purement anti-européennes, nationalistes, xénophobes, qui ne régleront absolument pas les problèmes sociaux et économiques parce qu'ils sont trop obsédés par leur nationalisme et leur exacerbation des conflits ethniques, religieux ou perçus comme tels. Et là, on voit, enfin en France, si on prend l'actualité des dernières semaines, des derniers mois en France, il y a quand même une espèce d'escalade mortifère sur les questions d'identité, sur la question de l'islam, espèce d'obsession anti-musulmane qui agite toute une partie des élites, de la classe politique, d'éditorialistes. C'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et je pense que voilà, il faut absolument mettre le débat sur la question de la justice économique, de la réduction des inégalités, de la lutte contre les discriminations, pour sortir de ce risque-là. Donc il y a un potentiel de changement très fort lié à ce mécontentement, mais qui peut donner, qui peut conduire à des débouchés très 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 différents, en partie suivant aussi les mobilisations qui se mettent en place sur des programmes alternatifs. Oui, bonsoir. Oui. De ce côté-là, peut-être. Vous êtes là. Oui, merci pour ces interventions. Il y a un élément qui serait peut-être intéressant à considérer aussi, c'est un aspect plus de sciences dures, mais c'est le lien entre les matières premières,
l'énergie est la véritable création de richesse. Donc on voit que récemment, ça a quand même été beaucoup de création monétaire et de redistribution inégalitaire de cette création, mais qui est une création, comme vous disiez, complètement électronique, complètement dématérialisée. Et on a passé, semble-t-il, le pic du pétrole conventionnel autour de 2005-2008. C'est controversé, mais et puis on a le gaz de schiste qui a priori passe son pic aussi aux USA en ce moment. Et donc là, est-ce que c'est quelque chose qui serait pas, qui est révélé par la crise des Gilets jaunes, hein, c'est effectivement ça. Ça a été le déclencheur de 2007-2008 en disant que les budgets subprime ne tenaient plus, donc c'est tombé. Et donc je me demande en fait comment, s'il ne serait pas intéressant d'inclure dans la suite, dans la projection des inégalités futures, de la notion de propriété, cette considération de système contraint en création de richesse à l'échelle du globe et donc la bonne répartition d'exploitation des matières premières et énergie. Voilà, est-ce que vous avez un avis? Oui, non, absolument, vous avez complètement raison. Moi j'évite toujours, vous verrez si vous jetez un coup d'œil à mon livre, vous verrez que je n'utilise jamais, ou presque jamais, la notion de produit intérieur brut, et j'utilise, j'ai une discussion qui doit se trouver quelque part vers le chapitre 12 ou 13 je crois, discussion sur les nouveaux indicateurs de bien-être, les nouveaux indicateurs de croissance économique. Donc en un mot, le produit intérieur brut, c'est une notion complètement absurde, parce que si vous avez une ressource naturelle, mettons une ressource pétrolière qui est là depuis toujours, et que vous vous contentez de la sortir du sol, hop, vous augmentez le produit intérieur brut. Donc moi, la notion que j'utilise dans le livre, en général, c'est la notion de revenu national. Il y a deux différences importantes avec produit intérieur brut. D'abord, on prend les revenus partant à l'étranger, revenant de l'étranger, mais surtout, on déduit la consommation de capital, et notamment de capital naturel. Donc dans cet exemple-là, si vous vous contentez de sortir la ressource naturelle du sol, vous avez du produit intérieur brut, mais vous avez zéro revenu national en plus. Et si en plus, le fait de brûler cette ressource naturelle, ça crée du réchauffement climatique, ce qui est le cas en l'occurrence, avec des effets négatifs sur le reste de la planète, là c'est du revenu national négatif. Donc c'est là que la question des indicateurs est très importante. C'est-à-dire que le PIB va vous donner un truc positif, le revenu national quelque chose de négatif. Donc ces indicateurs sont très importants. Ça suffit pas pour résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire, je pense que par ailleurs on a besoin d'utiliser des indicateurs strictement environnementaux sur les émissions carbone, sur des cibles de température. Et il y a une partie du livre qui est consacrée aux inégalités d'émissions carbone dans la planète, parce qu'on a une concentration des émissions carbone sur les 1%, les 10% qui émettent le plus de carbone, qui est considérable, et qui fait qu'on ne peut pas avoir de solution on ne peut pas aller vers la sobriété énergétique si on n'a pas une sobriété sociale, une sobriété économique et une très forte réduction des inégalités. En même temps, j'insiste sur le fait qu'on continue, on a besoin quand même de pouvoir mesurer la croissance, ou en tout cas, disons, les écarts de revenus, l'évolution des revenus dans le temps, et aussi les comparaisons des revenus entre les groupes sociaux. Parce qu'on a besoin de pouvoir mesurer, de construire des normes de justice dans la répartition des efforts, et dans qui va faire quel effort, et comment les revenus des uns et des autres vont évoluer. Donc si on refuse toute notion de revenus et de comparaison entre les niveaux de revenus, parce que c'est ça la croissance, on regarde dans le temps, est-ce que un revenu a progressé, mais c'est la même chose pour comparer des revenus au sein d'une société donnée. Si on refuse tout ça en disant les revenus, les salaires, tout ça, ça n'a plus aucune importance, la seule chose qui compte, c'est les indicateurs environnementaux, alors on se prive de tout outil de réflexion pour construire des normes de justice sociale et fiscale ensemble. Donc voilà, je veux quand même mettre en garde contre tout nihilisme. C'est très bien d'être contre la croissance du produit intérieur brut, mais il faut le remplacer par des notions, par d'autres indicateurs qui soient plus adaptés pour avoir un débat collectif sur la question de la justice, qui, elle, reste une question centrale et qui ne peut pas être réglée uniquement en regardant les émissions carbone et les températures. Parce que les gens ont des niveaux de vie, des conditions d'existence qui ne sont pas du tout les mêmes suivant les niveaux de revenus qu'ils ont, et il faut pouvoir continuer d'avoir un débat sur ces questions. Merci beaucoup. Merci pour ces échanges, et je vous demande à nouveau de remercier Thomas Piketty. Merci beaucoup. Merci beaucoup.